Bonjour à tous. Donc on va, si je, si tout se passe correctement, l'enregistrement a débuté. Donc on va démarrer ce webinaire. Donc bienvenue à tous. Pour ce webinaire durant lequel on va essayer de faire le point sur les données qui sont indispensables, mais malheureusement pas toujours disponibles en ces périodes de crise. Donc alors je vous préviens tout de suite, le constat initial est un peu préoccupant, euh, mais on a gardé les bonnes nouvelles pour la fin. Donc je vous incite à rester jusqu'à la fin parce que voilà, on passera des problèmes aux solutions, en particulier avec la présentation de Jean-Christophe. Donc on est deux aujourd'hui pour animer ce webinaire avec un troisième larron des clans en cas de questions techniques un peu complexes. Donc Jean-Christophe Blumereau qui est en charge de l'audience et de l'analytics chez Solocal, et moi-même, donc Mathieu Liorins, je suis directeur général et cofondateur de Data Internet. Je me mets un minuteur pour être sûr de ne pas déborder. Voilà, donc on va se partager cette présentation. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, AT Internet est un acteur du digital analytics. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est un des pionniers on fait ça depuis, l'entreprise a été créée en 96, depuis plus de 20 ans. On mesure environ 30 000 sites et applications mobiles sur un peu toute la planète. On travaille dans 32 pays. On est 220 collaborateurs et on a 4 filiales en Allemagne, aux États-Unis, au UK et à Singapour. Voilà, donc bon, ce qui est un peu une frustration pour nous, c'est que nos plus gros clients sont des clients internationaux, sont pas en France, mais voilà, tout de même, on a des racines françaises et on travaille avec un certain nombre de grands comptes également en France. Euh, alors pour débuter, je voudrais, je me suis appuyé sur un article de Fred Cavaza que je trouve très intéressant, qui en fait a présenté ce qu'il appelle le triptyque du déconfinement. Donc bon, inutile de vous dire que on rentre dans une période de l'histoire qui est totalement inédite. Voilà, je vais pas vous décrire la crise du Covid, mais le problème, c'est qu'on manque complètement de référentiel. On sait absolument pas où on va. Et donc, puisqu'en fait, à l'épisode de la pandémie et donc de la crise économique qui s'annonce particulièrement brutale, il faut ajouter des changements organisationnels dans le monde du travail qui vont avoir des conséquences importantes pour beaucoup d'entreprises et aussi des conséquences importantes dans les modes de consommation. Donc voilà, on n'a jamais vécu probablement un changement aussi rapide, en tout cas dans l'histoire récente, et aussi profond. Et donc pour gérer cette période donc enfin de déconfinement et cette évolution, si je m'appuie sur l'article de Cavazza vraiment que je vous recommande, il y a trois éléments essentiels. Le premier, c'est de pouvoir se mettre en capacité de piloter, de comprendre, voilà, de réduire les incertitudes au maximum pour pouvoir piloter l'évolution de mon entreprise. Le deuxième point, c'est l'agilité. Il y a un impératif d'agilité qui est très très fort, puisque on vient de le voir, l'évolution de la situation est quasiment hebdomadaire. Alors même si ça va se calmer, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit piloter avec une très très grande agilité. Et le dernier point, c'est la transformation digitale. Là, c'est peut-être la seule certitude qu'on a. On a vécu en accéléré très 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 vite en l'espace de quelques semaines cette transformation digitale qui était subie ou que les entreprises essayaient de mettre en œuvre. Voilà, il va falloir y aller beaucoup plus rapidement. Donc dans ces trois cas, il y a un point commun, c'est que en fait la donnée est un élément essentiel. Pas de pilotage, pas d'agilité et pas de transformation digitale possible si on n'a pas à disposition une donnée qui est une donnée fiable et facilement accessible. Donc pour poursuivre cette introduction, en fait, on a un cas d'école que je trouve très révélateur, très frappant, c'est l'appli Stop Covid. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc il doit permettre d'aller beaucoup plus vite, enfin de couper la chaîne de transmission du virus via un traçage par smartphone. Donc cette appli a soulevé beaucoup d'espoir. Le problème, c'est que, enfin, un des éléments clés, c'est que pour qu'elle soit fiable et qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait environ 70% de la population
voilà, je vais pas rentrer dans le détail des études. Et d'ailleurs, je suis pas là pour dire est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle est pertinente ou pas. Honnêtement, je suis pas compétent en fait, même si on s'intéresse au sujet. Mais pour le savoir, la question c'est simplement de se dire dans quelle mesure est-ce qu'elle peut fonctionner. Et il faut effectivement qu'il y ait suffisamment de monde qui accepte de l'installer. Le problème, on s'en est rendu compte très vite, et c'est d'ailleurs flagrant, c'est que au-delà de l'efficacité de l'appli, ce qui a cristallisé les débats, c'est les problématiques liées à la privacy et les inquiétudes de la population quant à l'utilisation qui allait être faite de leurs données. Et cette inquiétude, elle nous amène à vraiment un cas d'école. Enfin, c'est les problématiques qu'on va retrouver dans un petit peu toute cette présentation, c'est que il y a une crise, il y a une urgence. Il y a un espoir dans le digital pour résoudre ce problème, et il est légitime, parce qu'un smartphone permet effectivement un traçage automatique de l'alerting, des notifications instantanées, de la détection de contact. Donc c'est un concentré de technologie qui est particulièrement utile. Mais derrière, il y a un contrat de confiance qui est rompu ou qui est problématique, et je passe outre le fait que on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une dépendance très forte au duopole, puisque en gros il fallait euh, l'acceptation de la part de Google ou d'Apple pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, et c'est assez frappant, que le rapport de force entre des États et des entreprises, quand on a des entreprises de cette taille, il n'est pas forcément au bénéfice des États, même si on s'appelle la France. Voilà, donc on a... Alors, ça tombe bien parce que les chiffres sont tombés hier soir. On a une adoption qui aujourd'hui serait entre 2 et 0,5%, donc on est très très loin de ce qui était attendu. Et donc, on a à la fin une donnée qui est beaucoup trop partielle. Et on verra, mais il est probable que cette donnée soit inutilisable à la fin et qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, donc on a vraiment un exemple frappant des problématiques qu'on va rencontrer nous. Donc si on zoome à présent sur la partie qui nous concerne, je pense, tous plus aujourd'hui, qui est vraiment la donnée digital marketing, on se rend compte que elle aussi, elle est très clairement sous pression. C'est-à-dire qu'on a, alors pour plein de raisons, la première qui est peut-être la plus ancienne, c'est qu'on a de l'adblocking. Alors le problème de l'adblocking, c'est que ça bloque les publicités, mais ça bloque pas que les publicités. Ça pose aussi des problèmes sur des données analytiques et autres. Là, on est sur des chiffres, les plus récents, on était à 27% en moyenne aux US. On est sur des chiffres qui peuvent être même parfois plus importants en France. Ça dépend d'un vertical à l'autre, mais donc c'est donc une perte qui est significative. Le deuxième point, c'est, on va le voir plus en détail en suivant, la question des navigateurs qui, pour diverses raisons, bloquent énormément de données en sortie, ou les rend plus problématiques. Le point suivant, c'est la législation qui durcit nettement le jeu. Donc c'est parti du RGPD en Europe, mais aujourd'hui ça fait tache d'huile sur à peu près tous les continents, donc notamment aux États-Unis, au Brésil récemment aussi. On se rend compte que le RGPD et enfin la CNIL aussi est en train de durcir ses règles. On va y revenir en détail. Et enfin, le dernier point qui est peut-être pas qui est pas négligeable puisqu'il est une conséquence, mais pas que, c'est la question des amendes, en fait, des amendes qui commencent à se multiplier, qui vont avoir un coût financier. Mais au-delà de ça, c'est aussi une question d'image. On verra que la question de la confiance est centrale. C'est un des éléments les plus problématiques et qu'il va falloir résoudre. Et tout ce qui est name and shame, tout ce qui est dénonciation de mauvaises pratiques en termes de collecte de la donnée peut avoir des conséquences qui sont assez catastrophiques aussi sur l'image des entreprises. Et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas que la question des amendes. Donc, si on rentre un peu dans le détail, je reviens pas sur la question des ad blockers. Sur les navigateurs, il y a deux éléments. Le premier, c'est donc les modules de prévention de traquage qui existent depuis un certain temps, mais en fait, depuis l'année dernière, on va dire que on est clairement monté d'un cran. C'est-à-dire que ça s'est largement durci, et aujourd'hui, les données bloquées par les navigateurs, que ce soit des données publicitaires ou des trackings autres, ont largement augmenté. En particulier pour tout ce qui n'est pas Chrome, j'allais dire, mais Chrome va y venir, notamment avec sa Privacy Sandbox.
qui est en cours de construction. Donc il y a eu des délais de la part de Google en raison du Covid, mais c'est une réalité importante pour près de 35-40% du trafic aujourd'hui. Donc là, difficile de donner des chiffres parce qu'en fait, en fonction des navigateurs, en fonction des versions de navigateurs et en fonction des marqueurs blacklistés ou pas, en fait, ça change en permanence et les données peuvent être très très différentes. Mais c'est vrai qu'on est sur une masse de données qui est perdue, et là elle est complètement perdue, c'est-à-dire que c'est du noir ou blanc. Si les marqueurs ne partent pas, c'est l'intégralité de l'information qui est perdue. Deuxième point lié au navigateur, c'est donc la question des cookies tiers. Vous avez probablement beaucoup entendu parler. Ça fait largement débat. Ici, on est là aussi, les situations peuvent être très variables d'un navigateur à l'autre, mais ça s'est encore clairement durci l'année dernière, en particulier pour Firefox et pour Safari. Google là aussi a un délai, on va dire, il y a un délai Covid, mais la tendance est claire. On peut ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas, alors on n'est pas sur une donnée qui est forcément perdue, mais simplement on va recréer des cookies, c'est-à-dire que tout ce qui permet de calculer de la déduplication, qui permet de calculer des cohortes ou qui permet de faire de l'attribution publicitaire n'est plus possible ou va être faussé. C'est-à-dire que là où on aurait un visiteur qui serait dédupliqué s'il revient 7 ou 8 fois, ben on va recréer 8 visiteurs. Donc là, c'est un autre problème. C'est pas qu'on n'a plus de données, mais c'est que la donnée n'est plus qualitative et n'est plus fiable et peut amener à prendre des décisions qui sont complètement faussées. En ce qui concerne la législation, le renforcement de la législation, je ne vais pas revenir à Mathusalem. Je trouve le graphe intéressant parce qu'il voit bien en fait la courbe à la fois des quantités de données qui peuvent être stockées, des différents scandales qui ont eu lieu, et on voit qu'il y a une accélération très très forte depuis, sur les 10 dernières années. Et si on zoome, alors on voit bien qu'il n'y a pas eu que des problèmes qui sont liés évidemment au marketing, mais aussi à des problèmes institutionnels et à des phénomènes de surveillance de masse, notamment de l'administration américaine. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de zoomer. Alors désolé, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur le slide. Peu importe, c'est une timeline normalement. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a une accélération nette à ce niveau-là. Donc, on avait un RGPD qui a été mis en place en 2016. Son application effective, on va dire qu'il y a eu une certaine tolérance on a eu 2 ans pour se mettre en conformité. Voilà, on va voir que la conformité a été quand même purement esthétique. Donc, la CNIL a précisé ses règles l'année dernière au mois de juillet. Donc, c'était en juillet 2019. Et donc là, on avait 2 étapes importantes qui étaient avril 2020 pour donc on va dire finir de valider et clarifier ce qui avait été annoncé en juillet, et les premières sanctions qui étaient mises en œuvre en septembre 2020. Donc il y a un délai de grâce, mais qui sera probablement qu'un délai. Donc ce qui était attendu sur septembre sera peut-être fin d'année, début d'année. C'est pas encore très précis, mais on voit bien avec, c'était encore l'exemple de Stop Covid. Je pense que l'inquiétude des populations quant à ce qui est fait des données personnelles n'est pas en train de disparaître, loin de là. Donc si on voit d'ailleurs sur cette question de la mise en œuvre du RGPD, qui en fait est un peu au cœur du problème quand même. Là, je vous ai cité des chiffres qui viennent d'une étude de l'agence Empirique. Voilà, étude que je vous recommande fortement d'ailleurs parce qu'elle est particulièrement détaillée, particulièrement pertinente, et on voit bien qu'en fait, et je pense que c'est pour ça en fait que le problème n'est pas encore identifié par la majorité des acteurs, c'est que simplement les règles ne sont pas du tout appliquées aujourd'hui. Donc dans les recommandations de l'année dernière, on a notamment la question de la symétrie, du fait d'avoir une symétrie dans la question du consentement. Aujourd'hui, 97% des manières sont asymétriques. J'allais dire c'est peut-être un des moindres problèmes parce que aujourd'hui on a 95% des cookies qui sont déposés sans consentement explicite, et on a même 52% des entreprises qui déposent le cookie, qui déposent un cookie, même si il y a eu un refus de consentement. Donc aujourd'hui, on va dire les choses clairement, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors, ce qui peut se comprendre en fait, on peut comprendre cette attitude parce que c'est vrai que les conséquences sont très problématiques. Notamment le fait de ne pas pouvoir poser le cookie avant consentement, ça fait qu'on perd toutes les sources marketing, qu'on perd les analyses de trafic, et ça peut forcément
poser beaucoup de problèmes et tout ce qui est gestion de campagne devient très problématique. Voilà, donc ça s'entend. Il y a une position qui est naturellement attentiste tant que les sanctions sont pas là et tant que la CNIL quelque part a fait preuve de tolérance en disant voilà, on comprend qu'il y a des problèmes, on comprend qu'il y a encore des délais nécessaires pour bien clarifier les choses et mettre en œuvre ces règles. Voilà. Mais donc je pense que si le problème est peu perçu pour l'instant, c'est simplement parce que la mise en conformité, c'est pas du tout une réalité dans, on l'a vu, 95% des cas. Mais il est probable que c'est une prise de risque, on l'a vu avec la timeline précédente, qui risque d'être assez peu tenable dans les mois qui viennent. Donc juste pour d'ailleurs préciser cette question de la symétrie de choix là sur les bannières de consentement, qui est un élément crucial des nouvelles recommandations. Là, les chiffres sont clairs, hein. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, je vous en cite une ici, elles sont à peu près toutes concordantes. Si on est sur donc un oui/non et non pas un oui, ou alors je vais aller essayer de configurer les marqueurs, ce que personne ne fait parce que personne n'a envie de faire ça. On passe en gros d'une acceptation 85-15 à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a 85% de l'audience mesurée et valorisable qui disparaît. Et donc là, ça va faire très très mal quand même, et je pense qu'il est important de prendre conscience de ce problème-là et de l'anticiper au plus tôt. Voilà, donc en résumé, et après on va passer à la deuxième partie et donc à des choses beaucoup plus réjouissantes et aux solutions. On avait un stock de données hier qui était considérable, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de données disponibles et presque trop parfois, honnêtement. Et je pense que dans certains cas, on pouvait se noyer dans la donnée. Aujourd'hui, il y a un stock de données qui se raréfie, qui s'est raréfié un peu. Pas beaucoup parce que finalement toute la partie mise en conformité est pas encore là, donc il y a des contraintes techniques qui elles sont bien présentes, mais la mise en conformité a pour l'instant pas beaucoup d'impact. Mais cette donnée est donc moins importante et elle s'est dégradée, et demain elle va être beaucoup moins disponible et tout autant dégradée. Donc je pense qu'il est effectivement important de premièrement avoir conscience de ces problèmes parce que c'est dans bien des cas on se rend compte, alors on est assez surpris et c'est peut-être lié à notre métier et au fait que nous on est vraiment dans la recherche d'une donnée de qualité, c'est ça qu'on vend d'ailleurs, donc on a été surpris de voir que ce constat était pas souvent enfin cette prise de conscience n'était pas tout le temps là, mais je pense qu'elle est décisive pour bien gérer ce qui arrive. Donc voilà, on a donc un problème puisque on voit que la route a rarement été aussi incertaine et malheureusement il faut qu'on conduise vite. On l'a vu, hein, il y a une problématique d'agilité, donc il s'agit d'accélérer mais vers quelque chose qu'on a du mal à voir puisqu'on a du mal à anticiper en raison d'un manque de données. Donc la question cruciale, c'est comment est-ce que je vais aller récupérer ces informations. Alors là, je vais passer vite. Il y a une manière de répondre qui est une réponse j'allais dire assez cynique. Bon, c'est peut-être important de l'avoir en tête. Alors, elle vous concerne probablement peu, parce que finalement, il y a beaucoup de... Enfin voilà, ça concerne clairement les GAFA. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que ce manque de données, il va pas concerner ceux qui étaient, et c'est probablement un des effets collatéraux très pervers de la mise en œuvre du RGPD tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il pourrait favoriser les écosystèmes logués, c'est-à-dire que Amazon, Facebook, Google et autres peuvent se passer de cookies finalement tiers et peuvent se passer ce genre d'informations. Ils ont des tels univers logués de par leur monopole que finalement ça pourrait ne pas leur poser problème. Et ils pourraient même avoir intérêt à renforcer certaines contraintes. C'est ce qu'on peut voir. D'ailleurs, c'est bien pour ça que sur les navigateurs, ils peuvent se permettre de durcir le jeu très vite parce que ça va surtout contraindre leurs concurrents et pas eux-mêmes. Le deuxième point sur l'adblock, il y a du whitelisting que moi je considère comme abusif, c'est-à-dire que si vous payez les adblockers et que vous avez les moyens de les payer, vous êtes whitelisté. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de payer cet impôt révolutionnaire. Vous pouvez aussi créer votre propre bloqueur maison. On revient sur le navigateur et les initiatives de Google à ce niveau-là. Il y a le fait d'aller aussi faire du privacy washing comme on fait du greenwashing. Là, il faut des
il faut des ressources en termes de communication et en termes de lobbying qui sont probablement uniquement à disposition des GAFA. Et enfin, vous pouvez aussi vous moquer de fait payer les amendes. Je pense que les 50 millions de Google ont pas dû leur faire bien mal là, sur les questions de privacy récemment. Peut-être que les 5 milliards là, de la class action à venir seront plus évidents. Donc là-dessus, d'ailleurs, ce qui est presque le plus moi que je trouve vraiment le plus cynique, c'est que pour un sujet qu'on connaît bien nous sur la partie analytique, c'est que les amendes, en fait, si vous lisez bien les terms and conditions de Google, en fait, elles sont assez claires. C'est que s'il y a un problème de mise en conformité, si l'outil n'est pas utilisé selon les règles, et peu importe qui vous donne les moyens de le faire, parce qu'en général, il ne vous les donne pas, mais justement, puisqu'il ne vous les donne pas, c'est écrit noir sur blanc, c'est vous qui paierez les amendes, en fait. C'est-à-dire que vous paierez votre amende, et ce qui est le plus croustillant, vous payerez aussi l'amende de Google si tant est que y ait un problème qui soit lié à votre utilisation de leurs outils. Donc voilà, ces réponses, elles existent. Malheureusement, je pense qu'elles sont accessibles à peu de monde et qu'elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent pour l'écosystème. Et donc là, je pense que la réponse, elle est plus politique d'ailleurs, mais elle est heureusement adressée aujourd'hui sur les questions d'abus de position dominante. Donc, on en revient. Alors oui, c'est juste, j'aime bien cette image quand je vous parlais de lobbying. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir les efforts qui sont faits pour nous convaincre que Facebook ou Google ou Amazon sont les champions de la privacy de demain. Moi, ça me fait un peu l'impression, ça me donne un peu la même impression que si on demandait à Monsanto de s'occuper de la transition écologique ou à Coca de proposer des solutions à la malbouffe. Mais enfin bon, admettons. Donc, revenons à notre question. Il va falloir trouver d'autres solutions. Euh, et en fait, pour trouver des solutions, la première chose, je pense, c'est de faire un tout petit pas en arrière et de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on est confronté à un tel problème? Parce que si on résout pas ce problème-là, en fait, les réponses techniques vont pas suffire. Il y en a, mais elles seront pas suffisantes. Et en fait, comment on en est arrivé là? C'est finalement assez simple. La donnée a été clairement utilisée et de manière probablement abusive pour vendre, pour cibler, et je le dis peut-être un petit peu fort, mais pour manipuler. Et on est arrivé à une situation où en fait le contrat de confiance s'est assez naturellement rompu en fait parce qu'il y avait plus de proportionnalité en fait entre la valeur perçue par les internautes et la quantité de données qui étaient collectées. Bien au contraire, on a perçu l'utilisation de cette donnée comme quelque chose d'intrusif et de manipulateur. Donc, il ne faut pas s'étonner que la corde se soit cassée et que les internautes aient voulu d'une manière ou d'une autre reprendre le contrôle. Donc, il y a probablement des abus. Le balancier va probablement trop loin dans l'autre sens et je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait louables, qui sont aujourd'hui bloquées pour ces raisons-là. Mais il faut admettre ce problème. Je pense qu'il est important d'admettre ce problème-là. Moi, personnellement, je suis assez choqué quand on voit les questions de aujourd'hui que le nudge ou que l'utilisation de biais cognitifs est revendiqué comme un outil marketing normal. Non, non, je pense que c'est pas normal. Je pense que le fait qu'on aille hacker le cerveau des gens pour leur faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire à la base, je pense que c'est un problème. Voilà, donc il y a une part de responsabilité. Il faut pas s'auto-flageller parce qu'il y a aussi des excès, mais je pense qu'il faut prendre ce problème à bras le corps, et donc il faut absolument recréer de la confiance entre les internautes, les consommateurs, les clients, les collaborateurs et tout ce qui va être usage de la donnée. Et c'est une étude d'ailleurs là que je cite qui date d'avant le Covid, où on estimait que, enfin, cette étude illustrait le fait que pour près de 90% des directeurs marketing, la priorité 2019 était la confiance, donc de retrouver de la confiance. Et vraiment, je pense que le phénomène Covid a vraiment amplifié ce problème-là. Donc, comment recréer cette confiance? Trois éléments qui sont assez simples. Donc, la question de la finalité, je viens d'en parler, je vais y revenir rapidement. Pour pouvoir collecter de la donnée, il faut qu'il y ait une valeur en face perçue par les internautes. Le deuxième point, c'est la transparence. On pourrait faire un parallèle avec l'industrie agroalimentaire. Je pense que les gens en ont marre de ne pas savoir ce qu'ils mangent, de manger des choses qui sont complètement transformées et incompréhensibles, et ils ont besoin d'avoir une traçabilité de ce qu'ils mangent, comme ils ont besoin d'avoir une traçabilité de la donnée. Donc là, il faut qu'on ait des entreprises, des prestataires qui soient
responsables, qui assument leurs responsabilités et qui inscrivent ces questions de privacy by design dans leurs outils. Voilà. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, le DPA, Data Processing Agreement, est vraiment un élément décisif. Il faut mettre en place un contrat, je vais beaucoup citer Darty, un contrat de confiance entre les différentes parties prenantes. Et ça, c'est pas quelque chose, vraiment j'insiste, c'est pas quelque chose d'anodin. La responsabilité, je reviens un peu à un sujet que je connais et donc aux questions qui peuvent être liées à l'analytique. Un des principaux acteurs, pour pas le citer, Google, aujourd'hui, fait clairement, c'est sa stratégie, ça a été le cas là, au moment de la mise en place du RGPD, c'est la responsabilité, c'est la vôtre. Vous prenez la responsabilité, nous on la prend pas, c'est apprendre ou à laisser. Voilà. Et le dernier point, en fait, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'assurer la fiabilité de son socle data, parce qu'autrement, ça aura des conséquences multiples, c'est-à-dire qui vont entraîner un cercle vicieux, parce que si la donnée est pas fiable, elle sera pas activable efficacement, elle permettra pas de prendre de bonnes décisions, elle sera pas héroïste, et en plus, elle risque de mettre en porte-à-faux les actions, enfin le service qu'on veut proposer à partir de cette donnée à ses utilisateurs. Donc voilà, c'est un triptyque qui est absolument clé. Donc si on rentre dans le détail, donc le premier point, qui est le plus essentiel et qui n'est pas forcément le plus simple, bien au contraire, mais c'est de mettre en place une symétrie donc entre la donnée et la valeur. Je trouve ce graphique de la Harvard Business Review assez clair. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un échange entre la valeur et la donnée, et il faut considérer que plus la donnée est sensible, plus le service rendu doit être important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité entre la donnée qu'on collecte et le service qu'on va rendre. Et disons les choses clairement, c'est vrai que proposer une publicité mieux ciblée, ça peut ne pas être suffisant pour collecter de la donnée dans certains cas. Voilà. Donc il faut vraiment se poser la question du pourquoi avant d'essayer de résoudre la question du comment, qui va venir juste après. À cet égard, d'ailleurs, il n'y a pas de solution toute faite, parce que en fonction de votre business model, en fonction, voilà, ça peut être améliorer un service, améliorer un contenu. Là aussi, personne peut faire l'économie de cette question-là, et il n'y a pas de réponse toute faite. Ça doit être au cœur de la réflexion et de la gouvernance de la donnée. Donc on en arrive au comment maintenant, techniquement, parce que techniquement, il y a des solutions. Donc une fois qu'on a mis en place donc un contrat de confiance clair, et qu'on a un DPA, et qu'on a expliqué comment et pourquoi on allait collecter la donnée, ben on peut résoudre le problème. Donc là je vais parler plus pour nous, c'est-à-dire dans le domaine de l'analytique, notamment, et du pilotage, parce qu'on l'a vu, c'est un élément qui va être décisif dans les semaines qui viennent. Hein. Je pense au-delà des questions publicitaires, il va être hyper important de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment je pilote mon entreprise dans ce nouveau monde. Et pour des questions de pilotage et pour des questions de reporting, de compréhension, j'allais dire, la donnée personnelle est moins importante, et en fait il y a des choses qui sont tout à fait possibles à faire. Donc très concrètement, aujourd'hui, pour résoudre tous les problèmes en gros liés au navigateur et à l'adblocking, on peut collecter sur ce qu'on appelle un domaine custom, et donc résoudre ce problème des données tiers. On va se placer en mode first party, et donc c'est un paramétrage technique des outils qui sont compatibles, qui le permettent. AT Internet le permet, bien évidemment. Et ça va vous permettre donc de fiabiliser votre mesure. C'est-à-dire tous les problèmes des duplications disparaissent. Vous allez retrouver une donnée beaucoup plus homogène, beaucoup plus importante aussi, puisqu'on va récupérer 15, 20, 30% du trafic qui peut être bloqué par les navigateurs ou pour les adblockers. Voilà. Là aussi, je le répète, avec un warning clair, il faut que ça soit obtenu après un consentement clair et transparent. Ça n'exonère évidemment pas d'un contrat analytique clair avec les internautes. Et en revanche, soyons clairs aussi, ça ne permet pas de faire de l'attribution cross-domaine ou de faire de l'activation publicitaire, puisque dans ce cas-là, voilà, on va pas, soyons cohérents, je peux pas vous dire qu'il faut créer un contrat de confiance d'un côté, et de l'autre côté, aller faire du publicitaire, enfin essayer de flouer les adblockers. Là, il s'agit pas de faire ça, il s'agit de faire de l'analytique sans données personnelles, mais de manière plus efficace dans un cadre clair. Donc, soit en ayant obtenu un consentement clair et transparent, soit en étant dans une situation où vous bénéficiez d'une exemption de consentement, et c'est ma partie suivante, qui va permettre donc de résoudre le problème absolument crucial demain,
dès aujourd'hui principalement demain, qui va être cette question de symétrie de consentement et le fait de pouvoir donc avoir un vrai consentement et pas un consentement en mode nudge où je fais en sorte de récupérer le consentement sans vraiment l'avoir obtenu. Donc là aussi, on est dans une optique. Alors, techniquement, comment ça fonctionne? Voilà, nous, c'est suite à des discussions qui ont été, on va dire, très fécondes et qui sont possibles. Alors, c'est ça qui est aussi important de prendre en compte, c'est que on peut discuter aujourd'hui. Enfin, la CNIL n'est pas un monstre froid qui veut absolument créer que des problèmes. En travaillant avec le Geste, notamment, qui a fait un très grand travail, le Geste a pu négocier avec la CNIL, pour qu'une exemption existe et deux, qu'elle soit disponible dans des conditions qui soient bonnes pour tout le monde. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste, il y a un certain nombre de contraintes dans l'utilisation de l'outil analytique. Donc, ça sera 25 mois de données maximum qui sont stockées, une anonymisation de l'IP, une mesure sur le domaine exempté, mais on ne pourra pas les poser les cookies sur d'autres domaines pour faire des cross-domaines, évidemment. Pas de ciblage, pas de recoupement, une géolocalisation uniquement à la ville et la capacité d'avoir un opt-out très simple, puisqu'il faut quand même que l'internaute, s'il le souhaite, puisse passer en opt-out. Voilà. Et donc là, on résout la quasi-totalité des problèmes que j'ai évoqués plus tôt, puisqu'on peut avoir la mesure, on peut mesurer ses sources, on peut mesurer dès la landing page, pas de problème de rebond, etc. On n'a plus ces 85% de données perdues. C'est compatible avec la certification, qu'elle soit médiamétrie, ACPM. Mais on a bien une question essentielle de DPA et de finalité de la donnée. Là aussi, soyons clairs, un outil analytique indépendant qui n'a rien à voir et qui ne réutilise pas la donnée dans une optique publicitaire, type Google, peut proposer un DPA qui rentre dans cette exemption. Ça ne sera pas le cas s'il y a un mélange des genres et que l'ownership de la donnée n'est pas pas parfaitement clair. Voilà, donc là, on n'est pas les seuls. Un outil comme Matomo est aussi un outil exempté. Pardon. Et aussi un outil exempté. J'ai dépassé mes 30 minutes, j'accélère. Voilà, et donc c'est une solution qui est très utile, qui a déjà été mise en œuvre par bon nombre de nos clients et qui ont vu donc on a eu un case study du Monde très intéressant récemment où on a vu que alors excusez-moi, sur la partie Le Monde, c'était sur la partie CDDC, mais voilà, que ces audiences, de manière très significative, on voit les gains. Le dernier point dont je voulais vous parler, qui est une nouveauté qu'on vient aussi justement de valider avec la CNIL durant ces derniers jours, qui est ce qu'on appelle la mesure hybride, qui en fait permet de récupérer le meilleur des deux mondes en fait. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à donc recueillir le consentement pour pouvoir activer la donnée, être pas uniquement dans une optique, j'allais dire strictement analytique, mais dans une optique plus de gestion publicitaire et de ciblage. Donc là, il faut obtenir le consentement. Et si le consentement n'est pas obtenu, on passe en mode exemption, c'est-à-dire que là, on ne va pas collecter une donnée justement qui ne serait pas consentie, bien évidemment. On passe dans une donnée non personnelle, exemptable. Voilà, donc ce schéma a un double intérêt, et je pourrais le résumer comme ça, c'est-à-dire que bon, soit vous faites rien. Si vous faites rien, deux options, soit vous ne collectez rien, soit vous collectez tout, mais en totale illégalité et sans avoir ce fameux contrat de confiance et en prenant des risques assez considérables une fois que les sanctions vont arriver, soit vous vous mettez en conformité, vous recueillez le consentement. Là, vous allez vous retrouver avec environ 15% ou 20% de votre trafic, donc sur lesquels vous pourrez activer si le consentement a été obtenu de cette manière-là, mais vous perdez 85% de l'audience qui reste. Troisième point, vous paramétrer l'exemption. Donc là, vous récupérez la quasi-totalité de votre trafic, pas la totalité, parce qu'il y a encore la question de l'opt-out, bien évidemment, mais là, on va être en général sur des pétouilles. Donc c'est une bonne solution. Et après, je vais dire la solution qui nous semble idéale, c'est un paramétrage hybride où là, en fait, vous récupérez l'intégralité de votre trafic et sur les personnes qui consentent, donc qui acceptent une proposition supplémentaire, un autre contrat autour de l'activation de la donnée, vous pouvez aussi activer ces gens-là qui auraient consenti. Donc là, vous avez un peu le meilleur des deux mondes. J'en arrive à ma conclusion. Je pense que ce qu'on vient juste de voir prouve qu'en fait, la mise en conformité et la question de la finalité
permet en fait d'arriver à une donnée beaucoup plus fiable. Donc en fait, s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, je pense, de mon propos, c'est qu'en fait les impératifs liés à la fiabilité et à la vie privée, à la transparence, c'est pas un désastre programmé en fait. Les règles que met en place le RGPD, alors on a vu sa mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes, mais aujourd'hui, en tout cas sur sa finalité, c'est pas un désastre programmé, au contraire, c'est l'opportunité d'avoir une meilleure donnée. Voilà, si on met en place quelque chose d'équilibré, en toute transparence, en fait, on va fiabiliser la donnée à la fin, et on va avoir une donnée de bien meilleure qualité, bien plus efficace, et ça entraîne donc j'allais dire un double effet qui se coule, ou un double bonus, et qui me semble loin d'être négligeable. Le premier, c'est qu'en fait, on va aussi permettre de réduire son empreinte carbone. Enfin, personnellement, en tant qu'entreprise, nous, on pense que c'est important, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, le numérique n'est pas du tout assez frugal d'un point de vue énergétique, et là, on peut l'être, en fait, et on peut l'être intelligemment. Tout simplement, si je prends l'exemple de la durée de rétention des données, on peut considérer que 25 mois, c'est pas suffisant. En fait, nous, on voit bien comment se utiliser les données. Naturellement, on peut avoir envie de garder les données on a des clients qui sont là depuis 15 ans, depuis presque 20 ans. Ça n'a pas de sens. Ces données ne sont jamais utilisées. Elles perdent en fiabilité. Elles sont plus pertinentes très rapidement. Mais on va quand même les garder, ce qui a un coût énergétique très important, et ce qui va poser problème en termes de privacy. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Et donc, on a tout intérêt à aller vers une minimisation pertinente. Et last but not least, en termes de coût, c'est 2 fois plus intéressant, puisque de toutes les manières, mes actions seront plus efficaces. Elles vont me permettre de ne pas prendre d'amende, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, ça sera moins coûteux. Je reviens à mon exemple de la minimisation du stockage de données. Stocker 10 ans de données, ça coûte forcément beaucoup plus cher que stocker 2 ans de données. Donc, ça n'a que des intérêts. Maintenant, soyons clairs, ça ne veut pas dire que que ça ne nécessite pas une réflexion, des ajustements techniques. Voilà, c'est loin d'être quelque chose d'infaisable, puisqu'en général, on va souvent simplifier ce qu'on fait. Donc, c'est tout à fait possible, mais encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience, et deux, une volonté de s'inscrire dans cette logique. Moi, je pense qu'il y a pas une fatalité à dégrader la donnée. Par contre, il y a une fatalité à agir, et de manière assez urgente. Voilà, j'en ai fini. J'ai un tout petit peu débordé, j'en suis désolé. On va passer maintenant à la présentation de Jean-Christophe, qui va être, vous allez le voir, un très bon exemple que les choses peuvent se mettre en place. Et voilà, vraiment, ce qu'a mis en place Jean-Christophe chez Solocal est assez remarquable. Donc, je lui passe la parole maintenant. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous détailler notre approche chez Solocal vis-à-vis des challenges qui viennent d'être énumérés, qu'ils soient sur la data audience, bien sûr, qu'ils soient d'ordre technologique ou de privacy, comme on en a parlé. Tout d'abord, un petit récapitulatif de qui est Solocal. Nous sommes le partenaire digital local de confiance. Ce sera important, on va en reparler après, de toutes les entreprises pour accélérer leur croissance. Pour cela, nous appuyons, ou en tout cas nos annonceurs peuvent s'appuyer sur plusieurs solutions qui sont le presence management, la publicité search et display, et le data et marketing relationnel. On va aujourd'hui se concentrer sur le search, et plus particulièrement sur Page Jaune, pour illustrer nos choix data sur les 3 dernières années. Page Jaune, en quelques chiffres d'abord, 43% des internautes qui se connectent chaque mois selon Médiamétrie, donc près d'internaute sur 2, c'est important, c'est une audience assez importante, et qui nous permet de toucher beaucoup d'users et d'utilisateurs, et d'avoir un grand terrain de jeu en termes de données pour nous. On va parler des risques derrière. 175 millions de recherches professionnelles chaque mois et 70 millions de clics contacts chaque mois qu'on se doit de restituer à nos annonceurs. C'est également un enjeu qu'on va aborder juste après. Pour ces enjeux-là, on s'appuie sur aujourd'hui et historiquement, en tout cas sur le passé récent, celui que je connais, sur 2 solutions analytiques. Tout d'abord, Internet, depuis une dizaine d'années, qui nous sert historiquement de solution web analytique, tout simplement, pour piloter nos audiences et optimiser tous les parcours, les sources de trafic, les conversions, tout ce que sait faire très bien une solution web analytique. En parallèle de ça, on a collecté les logs en interne pour pouvoir restituer à nos annonceurs
tous les KPI pour lesquels ils passent via SoLocal. Donc, on a une plateforme qui s'appelle SoLocal Manager, pardon, moins vite, dans laquelle ils peuvent consulter toutes leurs audiences jour après jour. Deux solutions pour deux besoins. On va aller dans le détail après de ces solutions, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment on voit évoluer ces solutions depuis quelques années et dans le futur. Avant, pour donner encore un peu de contexte, en tant que média digital et donc par la force des choses data-driven et en tant que owner data audience en ce qui me concerne, notre souci au quotidien, c'est d'avoir d'abord une data exhaustive pour pouvoir piloter efficacement tout ce qui se passe et donc éviter tous les biais qu'a pu énumérer Mathieu, le consentement, le biais est un terme entre guillemets, hein, le consentement, les adblocks, etc. Tout ce qui peut finalement fausser la pertinence de la donnée qu'on exploite derrière pour nos analyses et donc pour toutes les décisions qu'on prend sur ces analyses. Également pour nos annonceurs qui ont besoin d'avoir l'exhaustivité des leads qu'ils génèrent via page jaune dans leur stats. Et même si on a une bonne audience, enfin une audience importante, j'ai dit 43% de reach, on va rentrer, on est un généraliste, et dès qu'on va rentrer dans un micro-parcours, une conversion sur une activité particulière, sur un segment particulier, on va se concentrer sur les segments plus faibles. Et là, perdre ne serait-ce que quelques visites, peut être dommageable en termes d'analyse et en termes de décision derrière. Donc, c'est vraiment important d'avoir la donnée la plus exhaustive possible, en tout cas en termes de quantité. On parlera après de la qualité, c'est-à-dire la qualification de cette donnée. Par ailleurs, au contraire, on a besoin d'avoir une data qui est la moins polluée possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à agréger n'importe quelle data. On a un sujet robot, comme tous les acteurs aujourd'hui, qui peuvent grandement fausser les analyses. Et en parallèle, nos annonceurs ne viennent pas chez nous pour qu'on les mette en relation avec des robots, uniquement avec des vrais utilisateurs. Donc, nous devons de leur restituer les KPI les plus justes possibles. Ce qui m'amène au troisième point, qui est, je l'évoquais, le fait que nous nous positionnons comme un partenaire de confiance. Nous avons besoin d'une data de confiance. Vis-à-vis de nos utilisateurs, on ne fait pas n'importe quoi de leurs données, et vis-à-vis des annonceurs, on ne leur restitue pas n'importe quoi non plus. Donc voilà les axiomes de base qui vont derrière expliquer notre raisonnement par rapport au challenge qu'a énuméré Mathieu. Premièrement, vous l'avez vu, on a deux solutions. Une pour nos données web analytiques de pilotage, une pour nos données métier business. On s'est bien sûr posé la question assez tôt de savoir si on pouvait pas avoir une seule et même solution. Ça limite les analyses de parcours, c'est-à-dire qu'on peut pas comprendre de bout en bout les parcours des utilisateurs vers les annonceurs. Il y a bien sûr des problématiques de rationalisation, de coûts qui sont encore plus réelles en temps de crise aujourd'hui, encore plus réalistes. Et notre collecte de données artisanale qu'on reconstruit, on reconstruit la roue, on le fait plutôt bien d'ailleurs, hein, mais ne bénéficie pas des avantages d'une solution spécialisée de la donnée sur tout ce qui est data quality robot. Donc il y a un vrai doublon qui s'effectue aussi bien techniquement que dans les coûts. Donc l'idée a été assez tôt de se dire, ok, ayons une seule solution analytique pour tout tracer du user jusqu'à l'annonceur. Pas si simple à atteindre quand nous nous sommes posé la question. Nous ne sommes pas, nous, à même de suppléer une solution dont c'est le métier. À l'inverse, les solutions web analytiques du marché, à une certaine époque, étaient très fortes pour faire du web analytique, pas pour intégrer l'exhaustivité des données qu'on veut suivre. Nous avons, par exemple, une base de données principale qui intègre des centaines de champs différents pour indiquer des informations différentes. Et il faut pouvoir les intégrer dans la solution unique. Et par-dessus ces contraintes, ou en tout cas ces contraintes, des enjeux réglementaires RGPD, e-privacy, sont venus encadrer cette solution et donc il a fallu ajouter ce volet-là à notre réflexion. Donc dans un premier temps, en 2017, à défaut d'une solution unique, on s'est dit, on va y aller par étapes, on va réfléchir bien, notamment aux questions d'RGPD pour ne pas faire les choses en double, et on va se contenter d'un premier temps de faire communiquer ces deux bases de données. Donc, c'est ce que vous voyez dans le schéma en dessous. Depuis 2 ans, nous avons deux solutions, donc deux collectes, toujours des doublons en termes de rationalisation, mais par contre, une seule base de données commune qui se parle à l'arrivée pour tous les besoins, qu'ils soient de pilotage, d'optimisation, A/B testing, restitution, annonceur, etc., etc. Ensuite est venue la question de la mise en conformité avec la réglementation RGPD.
En tant que owner responsable data, je vous le cache pas, comme beaucoup d'acteurs, j'ai j'ai plutôt vu ça comme un risque, bien sûr, dans un premier temps. Le risque de perdre des visites à rebond non négligeable, le risque de perdre les sources de données indispensables au pilotage, perte potentielle de l'intégralité des données de certains visiteurs et risque également en termes de business puisque le risque de ne pas restituer aux annonceurs l'intégralité de leurs stats et donc de leur ROI. Mais d'un point de vue sur local, nous avons choisi de le voir plutôt comme un asset. Un asset, pourquoi? Parce que on estime depuis longtemps déjà être assez propre dans l'utilisation qu'on fait de la donnée, mais que ça ne se valorise pas assez. Mathieu disait tout à l'heure qu'effectivement, il y a le name and shame sur, depuis maintenant 2 ans sur tout ce qui est donné. À l'inverse, on ne valorise pas les acteurs qui jouent le jeu et qui le font bien. Donc, c'était pour nous une occasion de remettre ces questions-là au centre de l'attention et d'affirmer notre positionnement de partenaire de confiance à la fois vis-à-vis de nos users, nos utilisateurs et de nos annonceurs. Et puis, nous avions, par exemple, fait le choix du cookie first depuis assez longtemps. Donc, nous estimions déjà avoir parcouru un bon bout de chemin là-dessus. C'est alors posé la question de savoir s'il fallait aller vers l'exemption CNIL. Oui, c'était notre idée, c'était notre volonté dès le départ. L'occasion de s'appuyer sur un acteur indépendant, validé par la CNIL. Nous avions par contre une inquiétude sur les 13 mois d'historique. Je rejoins Mathieu quand il dit que on garde beaucoup trop d'historique de données pour très peu d'usage derrière. On est rassuré par le fait de garder des années d'historique au cas où. Et ce au cas où, il se présente très très peu. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus, un enjeu écologique sur lequel je rejoins la réflexion de Mathieu. Néanmoins, 13 mois, ça me paraissait encore assez court pour pouvoir comparer les données à l'année précédente, qui est quand même un usage encore assez répandu. Donc nous avons assez tôt milité pour le 25 mois. Les réflexions se sont prolongées. On a continué à discuter avec tous les acteurs, avec AT, avec le geste, avec AT Internet, pardon, le geste, la CNIL également. Nous avons un DPO depuis assez longtemps déjà chez Solocal pour ces questions-là. Les questions se sont ouvertes, les discussions se sont ouvertes pour ouvrir certaines perspectives en termes d'exemption. Nous avons notamment mis sur la table une réflexion sur l'idée d'un cookie court, se dire qu'à l'arrivée sur un site, donc sur le nôtre en l'occurrence, nous poserions un cookie court d'une demi-heure et en cas de consentement, ce cookie serait automatiquement prolongé à 13 mois. Sinon consentement, le cookie est supprimé au bout d'une demi-heure, ce qui fait qu'on perd l'utilisateur. Par contre, on ne perd pas la source de trafic, on ne perd pas la visite, même à rebond, et assez intéressant en termes de pilotage. C'était une idée sur la table. Entre-temps, la CNIL a assoupli sa position en termes d'exemption. Elle est passée de 25 mois, ce qui était vraiment la principale barrière de notre côté, tout en affirmant haut et fort que on n'avait par ailleurs pas d'utilisation possible des données à des fins de remarketing, ce qui était notre cas. Donc, nous avons enclenché les démarches pour l'exemption CNIL avec AT Internet et est venue s'ajouter sur la table la nouvelle solution qu'a évoqué Mathieu de la mesure hybride, qui est qu'on voit comme un bonus de notre côté et qui rejoint un petit peu la logique que j'ai évoquée sur le cookie court, c'est-à-dire de prendre la donnée de façon minimale quand c'est autorisé et de pouvoir l'enrichir dès que c'est possible, dès qu'il y a consentement. Donc, ça a achevé de nous convaincre pour les démarches d'exemption qui sont en cours. Ensuite, une fois ce volet RGPD entre guillemets réglé, se pose toujours la question de la base de données unique qu'on n'a pas réglée puisqu'on a d'abord, dans un premier temps, je vous l'ai dit, en attendant d'y voir plus clair, on a décidé de se faire communiquer nos deux bases de données, mais on a toujours derrière la tête ce petit projet de se dire, à terme, il nous faudrait une seule et même solution d'analytics pour les données d'audience. Quelle alternative entre les deux outils dont on dispose? Est-ce qu'on continue à utiliser Internet comme une simple solution web analytique et donc on sous-exploite la solution versus qu'elle nous coûte et on refait la roue de l'autre côté? La réponse est non, il faut rationaliser. Est-ce que nous, on va le faire de notre côté? Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas notre métier, donc on pense ne pas être les plus à même pour le faire efficacement. Et également, on a besoin d'un acteur indépendant pour certifier nos audiences. Et est-ce que AT Internet peut le faire? Le nouveau data model que est en train de développer AT Internet, qui est presque prêt, nous permet enfin d'envisager
notamment d'injecter les centaines de champs que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'ensemble des informations qu'on veut pour pouvoir mesurer efficacement, piloter notre donnée. Donc, ça rend ce projet envisageable pour avoir une seule solution unique de référence avec AT Internet. C'est notre projet sur le deuxième semestre qui démarre en ce moment, un POC, un POC pour tester ce projet qui marche sur le papier pour l'instant, mais il faut le valider bien sûr techniquement. Donc en réel, nous sommes en train de travailler dessus, avec toujours en considérant les questions du privacy et avec pour objectif, si tout se passe bien et tout se passera bien, de l'industrialiser en 2021. J'en ai fini de mon côté, sans doute assez vite. Est-ce qu'il y a des questions de ton côté, Mathieu? Alors les questions. Alors attends, je t'écoutais, je buvais tes paroles, donc je suis pas allé voir. C'est alors Declan m'en suggérait une en fait qui a pas été posée sur le chat, mais qu'on lui a posée en interne sur la question de la CNIL. Justement, alors juste attends, avant toute chose, merci beaucoup Jean-Christophe parce que c'était très clair et tu as rattrapé un petit peu le temps que j'avais perdu. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Je précise que évidemment tout le monde, enfin toutes les entreprises ont pas la maturité analytique de ce local et de Jean-Christophe. Je pense que, mais ce qui a été assez remarquable, je pense que c'est peut-être moins la la complexité de ce qui a été mis en œuvre par ce local que la capacité d'anticipation en fait et la capacité de prévoir ce qui allait arriver et d'anticiper ce genre de problème en ayant une prise de conscience importante assez tôt des enjeux. Et voilà, je pense que c'est au-delà de la technique même, c'est ça qui a été assez remarquable, mais tout le monde n'a pas quelqu'un en charge des audiences et des analytiques dans son groupe. Donc merci beaucoup Jean-Christophe. Et j'ajoute à ça qu'on a aussi on a fait le choix chez ce local, et qui n'est pas du tout le mien, d'avoir un DPO assez tôt. Et donc, ces questions de e-privacy ont pu se poser, être anticipées également. Ouais, mais alors oui, c'est un élément important parce que c'est vrai que le DPO, on voit là, j'ai parlé du DPA, c'est vrai que le DPO qui est la personne en charge de ces problèmes-là et peut là aussi être vu comme une contrainte. C'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un en charge de ces questions-là. Il faut avoir en tête que c'est pas forcément un poste à plein temps, c'est-à-dire que mais avoir quelqu'un qui est en charge, qui est une forme de référent, de référentiel au sein de l'entreprise pour mettre en place une forme de gouvernance autour de la donnée, c'est crucial. Et là aussi, c'est pas une contrainte, c'est une solution dans bien des cas, et c'est pas forcément un centre de coût parce que ça peut éviter une certaine gabegie. Voilà, on a enfin, je pense que les acteurs de l'adtech ou de l'analytique tech en général ont une responsabilité à toujours vouloir chercher à vendre plus de collecte de données et plus de processing de données. Non, il faut des garde-fous et j'insiste sur le fait qu'on a un ROI meilleur à la fin. Ouais, sur le chat, il y a une question à propos de la situation chez nos voisins européens. Je pense que on peut légitimement se poser la question de se dire est-ce que la CNIL est plus royaliste que le roi? Est-ce qu'elle va plus loin que ce qui exige la réglementation européenne? Il n'y a pas vraiment de réponse simple à sa question. En fait, dans chacun des pays, on va avoir des positions assez différentes. Et même si on prend en Allemagne, dans chacun des Länder, on va avoir des positions assez différentes des autorités. Je pense que la tendance, elle est la même partout, à avoir quelque chose qui soit plus protecteur. La question peut-être différentielle, c'est qu'on va avoir la question de l'intérêt légitime qui est importante en Allemagne, qui peut l'être plus aussi au UK, alors qu'en France, ça a été plus cadré par la CNIL. En revanche, pour le vivre au quotidien, je pense que la CNIL est un acteur voilà, qui sait écouter et avec lesquels on peut travailler. Donc je pense que si on prend le temps et d'être pédagogue, de discuter avec eux, déjà eux nous expliquent des fois des choses qu'on n'avait pas forcément saisies dans l'esprit de la loi et c'est intéressant et on y voit de l'intérêt. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire passer des choses. La fameuse durée de 13 à 25 mois, bah, c'était super important parce qu'effectivement, on peut faire des comparaisons année après année qu'on ne pourrait pas faire juste sur 13 mois. Et ils ont été tout à fait à même de l'entendre et d'échanger les règles à ce niveau-là. Mais encore faut-il avoir le souhait et la capacité d'avoir cette communication et d'avoir cette discussion. Mais voilà, entre des réponses cyniques dont je parlais au début et celles qui sont plus de l'échange et de la communication, je pense que c'est sa bonne attitude à avoir, quoi.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions de mon côté. Alors, il y a une question sur le nouveau. Attends, il y a des questions qui arrivent, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper, donc on va peut-être être un petit peu patient. Alors, il y a une question sur le nouveau data model de data Internet, mais je ne sais pas si on va avoir le temps en 2 minutes de dire des choses pertinentes à ce niveau-là. Euh, alors, où sont les données? On peut aller aussi chercher des données à l'extérieur. Qu'en est-il des data exchange plateformes? Alors, je suis un peu mal à l'aise avec ce sujet. Puisqu'on l'a vu, le principal problème aujourd'hui, il va être, et là, il n'y a pas de solution facile de déblocage sur tout ce qui est effectivement data sharing, tout ce qui est partage de données tierces. Aujourd'hui, s'il y a vraiment un sujet qui est dans l'œil du cyclone, c'est celui-là, et je pense que c'est pas forcément complètement à tort. Enfin, je pense qu'il y a des raisons pour ça. Donc effectivement, aller chercher des données à l'extérieur, ça peut présenter un certain nombre de problèmes qui vont être, à mon sens, assez insolubles vu la loi aujourd'hui. À un bémol près, c'est qu'il faut bien se rappeler, et c'est un élément très très important, je pense, que en fait le RGPD n'interdit rien en tant que tel. La question centrale du RGPD, c'est la question notamment de la finalité et de la transparence. Vous pouvez partager de la donnée, vous pouvez transférer de la donnée ou aller acheter de la donnée à un tiers, etc. Si tant est qu'au moment de la collecte, la personne qui a donné cette information l'a fait en connaissance de cause et a dit voilà, j'accepte que cette donnée puisse être revendue, partagée, etc. Donc voilà, le problème c'est que ce consentement aujourd'hui, en général, il n'est pas obtenu de manière transparente et claire. Il est soit via du nudge, donc c'est là où c'est problématique et que c'est souvent pas tenable en l'état aujourd'hui. Il y a beaucoup de données chez les data brokers qui n'ont pas été collectées correctement. Mais si demain c'est fait correctement et qu'il y a une proportionnalité de valeur, tout est possible en fait. Tout est possible. Et c'est pour ça que derrière, il y a des fois des choses qui sont problématiques avec les blocages navigateurs, les adblockers, etc. C'est que quelque part, ça a été décidé par personne, ça, en vrai. Donc voilà, donc tout est possible pour répondre à cette question-là, mais la question centrale, elle est en amont, c'est-à-dire comment la donnée qui va être échangée a été collectée. Donc, je sais pas si tu veux compléter, Jean-Christophe, ma réponse, hein, mais je. Non, par contre, j'ai une question qui me concerne, en tout cas en deux parties. La première partie peut me concerner. Comment fonctionne le POC prévu pour 2021? Quel en est le coût? Alors, le POC, il est pour cette année et un des indicateurs du POC sera justement le coût. Donc, je ne peux pas y répondre à l'heure actuelle, mais c'est évidemment un élément qu'on va regarder avec attention pour avoir une maîtrise des coûts. Et sur la deuxième partie, pour toi, est-ce que tu la lis, Mathieu? Ouais, je la lis. Ouais. Retraiter la donnée collectée par un outil de web analyse coûte très cher aujourd'hui. À terme, est-ce que les données de web analyse ne se réduiront pas à collecter la donnée? Euh, Écoutez, le truc c'est que vous ne devriez pas avoir à retraiter la donnée collectée. C'est un peu ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'on a failli à un moment avoir des modèles de données qui n'étaient pas assez flexibles et qui permettaient pas des croisements suffisants. Il se trouve que nous on bosse depuis 3 ans sur un nouveau modèle de données justement qui va être disponible là dans le courant de l'été et sur laquelle on va migrer nos clients et qui offre infiniment plus de flexibilité, voilà, pour qu'il ne soit pas nécessaire de retraiter la donnée. En fait, c'est une aberration d'avoir à retraiter la donnée. Nous aujourd'hui, on doit être en capacité, et on l'est aujourd'hui, d'ingérer de la donnée sous réserve de tout ce que je viens de dire en termes de consentement de transmission de données, mais surtout d'aller avec une flexibilité quasiment infinie. Donc d'ailleurs sur un modèle de données qui va bénéficier, j'allais dire, du framework analytique classique. Donc vous partez pas d'une page blanche, mais avec la capacité de faire, voilà, pour faire simple, d'avoir des croisements complètement illimités et d'avoir une personnalisation de votre data model qui soit infinie. Parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens demain de devoir retraiter la donnée purement. Après, ce que vous dites sur les outils de web analyse qui soient uniquement des outils de collecte de données, ça peut arriver aussi. On travaille pour certains organismes sur de la certification. Donc nous, notre métier, ça va être de garantir qu'on a une donnée ultra qualitative, exhaustive, complète, collectée au bon format
pourquoi pas. Mais c'est vrai que la majorité aujourd'hui des clients qui font appel à nous, c'est justement pour avoir une solution de bout en bout, c'est-à-dire on va pouvoir collecter une donnée ultra fiable, fournir un modèle de données qui va permettre de cruncher, d'analyser, d'aller faire de la data science et après de le redistribuer aux bonnes personnes qui vont prendre des décisions dans l'entreprise. Donc oui, j'entends ce que vous dites. Retraiter de la donnée collectée peut coûter très cher, mais bon, si j'étais cash, je dirais c'est que c'est peut-être pas le bon outil et qu'il n'a pas la puissance suffisante pour le faire. Et c'est pour ça que je relativiserai des fois la gratuité de certains outils parce que avoir un outil de base gratuit, mais où derrière il faut mettre 15 surcouches supplémentaires pour arriver à ce que vous voulez, à la fin, c'est pas forcément très économique. Bon, bah, je pense qu'on a répondu aux questions qui nous étaient posées. Est-ce qu'il y en a une qui traîne? Non. On va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Je remets un grand merci à Jean-Christophe. Son témoignage, je pense, était particulièrement éclairant et permettait de ne pas rester dans du théorique. Et bien entendu, je sais qu'on est sur des sujets qui sont parfois techniques. Donc que ça soit pour les solutions que propose AT Internet ou que ça soit sur des questions qui sont plus liées dire à l'actualité juridique qui est parfois difficile à démêler et pour laquelle on a investi pas mal de temps. On sera ravis, vous avez nos contacts, de pouvoir continuer la discussion avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous.